Salut tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Merci, merci. Content de vous retrouver de nouveau pour ce rendez-vous hebdomadaire avec Jacob Cohen. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme. Très très bien, merci Monsieur Cohen, et j'espère que vous de même. Oui, ça va, ça peut aller, ça peut aller. Alors, on va aller pour commencer le live, hein, Oui, introduire, on va aller sur l'actualité, bien sûr, qui continue à Gaza avec cette volonté donc de Salut tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Merci, merci. Content de vous retrouver de nouveau pour ce rendez-vous hebdomadaire avec Jacob Cohen. Voilà. bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme. Très très bien, merci Monsieur Cohen, et j'espère que vous de même. Oui, ça va, ça peut aller, ça peut aller. Alors, on va aller pour commencer le live, hein, Oui, introduire, on va aller sur l'actualité, bien sûr, qui continue à Gaza avec cette volonté donc de reconstruire Gaza et comment dire, de faire, comment dire, de faire une sorte d'épuration technique proposée par Trump. Il y a donc la solution que l'on va évoquer ensemble, c'est éventuellement celle du plan proposé par l'Égypte. oui. Alors, l'Égypte a proposé, elle a dit qu'elle pourrait reconstruire, en tout cas en quelques années, participer à la reconstruction de Gaza. Bon, donc j'ai publié un article il y a quelques jours que vous pourrez trouver sur mon compte Telegram ou sur VK. Bon, je ne sais pas si je l'ai publié sur Facebook parce que j'ai beaucoup de soucis avec Facebook. J'ai été suspendu 2, 3 jours récemment et donc j'évite les sujets un peu épineux. Enfin voilà. Et donc vous savez que l'Égypte va organiser un sommet urgent. J'aime bien le sommet urgent de la Ligue arabe le 27 février. Ça veut dire qu'il leur faut plus de 2 semaines pour se réunir en urgence. Bon, le temps de laisser suite aux déclarations de Trump sur le nettoyage ethnique de Gaza. Il faut dire les choses par leur nom. Alors, et justement, l'Égypte, j'imagine que les pays arabes auraient pu euh, reconstruire Gaza. Mais l'Égypte, ou le régime, je préfère dire le régime égyptien, dont on connaît les liens avec l'Amérique et avec l'Arabie saoudite, qui, sans ces deux pays, c'est un pays qui s'effondre carrément. Enfin, je veux dire, il est à l'agonie. Et, et malheureusement, c'est un régime très dur dont les médias ne parlent pas. Les médias occidentaux évitent de parler de ce régime qui est pire que celui d'Assad. C'est-à-dire en termes de liberté individuelle, de torture, d'arrestation, etc. C'est une catastrophe, l'Égypte. Mais bon, mais comme c'est un pays ami, c'est-à-dire qui maintient l'ordre occidental dans la région, est un très grand complice d'Israël. Et c'est là, moi, quand j'ai vu cette nouvelle, cette déclaration de l'Égypte, ça m'a vraiment, comment dire, ça m'a choqué dans le sens, ça m'a ébranlé, parce que ça montre la mauvaise foi et la terreur qu'exerce Israël sur l'Égypte et autres régimes arabes. Et je vais vous expliquer pourquoi.
quand l'Égypte, ou quand le régime égyptien dit que nous pourrions construire Gaza et donc permettre aux habitants de rester, tout le monde se dit « Ah, c'est beau, c'est magnifique, etc. » Oui, sauf que pour moi, quel est le problème? Il y a un problème là-dedans. Quel est le problème? C'est que le régime égyptien, il n'a pas dit l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Vous avez la bande de Gaza. Pour reconstruire, il faut faire entrer du matériel de construction, des capitaux, des vivres pour nourrir les ouvriers, les soigner, donc des médicaments. Or, l'Égypte, certes, a une frontière avec Gaza. Elle pourrait facilement ouvrir le portail et dire « nous allons rentrer avec le matériel de construction ». Qui l'en empêche? Qui? La fameuse question « qui l'en empêcherait ?» Eh bien, voilà. Il y a le boss sioniste, le patron, le grand patron, qui dicte, qui depuis 20 ans, c'est lui qui tient les clés de la prison, c'est lui qui tient les clés du camp de concentration qu'est Gaza. Et on l'a vu pendant 15 mois, lorsque tout était détruit, le régime égyptien n'a pas laissé entrer un camion, un camion, parce que Israël ne l'autorisait pas. Voilà. Et donc, c'est ça, vous savez, malheureusement, c'est pas nouveau. Les régimes arabes sont les champions du verbe. Et vous allez voir, il y aura un sommet le 27 février. Qu'est-ce qui va sortir de ce sommet? Je trouve que les dirigeants arabes auraient mieux fait de rester chez eux et, comment dire, de ne pas perdre une occasion de se taire pour ne pas se couvrir de ridicule. Parce qu'ils ne peuvent rien. Voilà, c'est ça le drame. Voilà. Il y a 22 pays. Pourquoi ils ne disent pas nous allons, il est inadmissible, pourquoi ils ne font pas rien que cette déclaration? Il est inadmissible qu'Israël nous empêche de faire entrer le matériel de construction, les médicaments et la nourriture à Gaza. Il est inadmissible. Nous demandons une réunion du Conseil de sécurité là-dessus. Voilà. Pourquoi ils ne le disent pas? Voilà le cœur du problème. Voilà. Les régimes arabes, ils tentent de se dédouaner auprès de leur peuple, qui soutiennent évidemment, qui sont anti-sionistes, anti-Israël, anti-américains, etc. Et donc, il faut leur donner, comme on dit, du grain à moudre. Il faut leur donner des belles déclarations pour que la population se dise « Ah, il y a un sommet extraordinaire, c'est bien, l'Égypte pourrait reconstruire en 5 ans Gaza, oh, c'est magnifique ». Mais c'est de la lâcheté, ce genre de déclaration. C'est la preuve de leur lâcheté, de leur crainte, de leur terreur devant le boss sioniste. Voilà. Ce qu'ils avaient vraiment, ce que vous savez, qu'ont les hommes, les vrais, eh bien, ils diraient nos frères palestiniens souffrent et nous allons tout faire contre la volonté d'Israël qui n'a aucun droit sur la terre de Gaza. Eh bien, nous allons forcer et nous allons rentrer avec des milliers de camions par la frontière égyptienne. Des camions égyptiens, qataris, saoudiens, algériens, tunisiens, etc. Des milliers de camions. Eh bien, allez, bombardez-nous si vous avez voilà, devant le monde entier. Nous allons faire entrer des camions civils de médicaments, de matériel de construction par milliers chaque jour. Est-ce qu'ils ont… Enfin, c'est terrible. C'est terrible où en est arrivé le monde arabe. 22 pays qui sont tenus en respect par un chien de garde sioniste. 22 pays tenus en respect. Voilà. C'est ça voilà le drame.
le drame, malheureusement, Gaza nous montre encore une fois, enfin, je veux dire, c'est depuis 70 ans, c'est comme ça, et c'est de pire en pire. Voilà. Et malheureusement, que voulez-vous que je vous dise? Voilà, c'est-à-dire que, vous savez, le problème de Gaza, c'est quoi? Ok, on nous dit que c'est vrai que ce sont des gens attachés à leur terre, et quand on les voit, enfin, c'est déchirant, d'accord. Mais encore une fois, ces populations-là sont livrées à elles-mêmes et sont dans un camp de concentration qui est entièrement bouclé par le chien de garde sioniste. Voilà, bouclé. Mais même, je ne sais pas moi, même une plume ne peut pas rentrer sans l'aval d'Israël. Voilà. Et donc, cette population-là, vous croyez que les Israéliens vont avoir pitié d'eux? Dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, une fois, même la trêve terminée, ils vont tout fermer. Et ils continueront à tout fermer. Que va devenir cette population-là? Déjà, la Jordanie a dit qu'elle pourrait accepter 2000 enfants pour les soigner. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a dit que la solution de Trump, c'est-à-dire de nettoyage ethnique, elle doit être prise en considération. Et malheureusement, enfin moi, je l'ai dit, je le répète, je ne vois pas ce qui pourrait s'opposer au nettoyage ethnique. Certes, ça ne sera pas un nettoyage ethnique, on ne va pas voir 2 millions chassés comme ça du jour au lendemain, mais ça sera fait au compte-gouttes, parce que c'est une population qui est à bout, et il n'y a pas d'issue. C'est ça le problème. Si les pays, si le régime égyptien avait dit nous allons faire entrer, oui, il y aurait un espoir. Mais le sommet qui va se tenir le 27 février, il faut surtout, j'ai publié un post où je disais se hâter lentement. Voilà. Il faut attendre que la pression baisse pour que ces chefs d'État arabes bien gavés d'argent américain eh ben, fassent de belles déclarations, mais finalement en sous-main, ils vont coopérer, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Les régimes arabes, ils n'en ont rien à fiche. C'est ce genre de problème, ça les empêche de négocier et d'avoir des relations commerciales, etc., avec le prétendu ennemi sioniste. Voilà. Et donc, malheureusement, enfin, je ne vois pas, moi, enfin, en tout cas dans l'état actuel des choses, et encore une fois, aucun chef d'État arabe, à ma connaissance, n'a dit le vrai problème de Gaza, c'est que ça soit intolérable qu'on ne puisse pas venir en aide à ces populations qu'on a massacrées, qu'on a détruites, qu'on ne puisse pas même pas leur venir en aide. Voilà. C'est juste, moi, quand j'y pense, enfin, il y a de quoi devenir dingue dans ce monde. Voilà. Il y a un fait, et c'est ça le vrai problème. On détourne l'attention, malheureusement, sur, voilà, on va reconstruire. Mais avec quoi? Vous avez vu, enfin, tout a été détruit. Ces populations-là sont errent comme ça dans les ruines. Et c'est Israël qui contrôle, qui dit, bon, très bien, je laisse entrer, parce que, bon, prévu par les accords, 100 camions ou 200, enfin, etc., mais c'est vraiment au compte-gouttes. Mais le jour où Israël décidera d'arrêter le flux, il s'arrêtera. Et l'Égypte fermera sa grande gueule. Voilà. Comme elle la ferme depuis 40 ans, depuis qu'elle a signé une paix séparée avec le régime sioniste. Voilà. Alors très bien, merci Monsieur Cohen. J'avais une question à vous poser. Les amis, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui veulent participer, faites la demande, vous avez la possibilité. Donc il y avait une première question dans le chat que je vais poser après. Moi j'avais une question, Monsieur Cohen, c'est concernant ce plan américain
donc Oui, qui prévoit donc la délocalisation du peuple palestinien vers d'autres pays, hein, pays voisins et autres. Mais la question que je me pose, moi, c'est pourquoi donc Trump vient nous proposer donc le plan de construction et pourquoi c'est-à-dire que pourquoi il a soumis cette idée-là? Moi, la question que je me pose, c'est que effectivement, là, ils ont bombardé pendant des mois. Ils ont bombardé pendant des mois, ils ont détruit quasiment toutes les structures, tous les bâtiments qu'il y avait, tout ça, et que malgré tout, il y a quand même une résistance sur le terrain. On a pu le voir, le constater. Donc, pour moi, je me dis, l'objectif de ce plan, c'est effectivement d'avoir la main sur les futurs plans de construction pour justement mettre encore plus à mal la résistance palestinienne. Et c'est peut-être, alors c'est ce que je soumets comme idée, je sais pas. Après, c'est peut-être pour ça aussi que donc l'Égypte aujourd'hui n'est peut-être pas d'accord avec cette idée du plan américain et propose donc son plan. Mais voilà, moi je me dis pourquoi les Américains proposent ce plan de reconstruction de Gaza. Et en fait, on se dit oui, qu'effectivement, il y a cette résistance palestinienne qui était là et qui est toujours là. Et si demain c'est nous qui reconstruisons, bah, on aura la main sur le territoire et on pourra plus approfondir et découvrir peut-être d'autres tunnels et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? oui, oui. Alors, moi, à mon avis, c'est que l'idée était partie d'Israël. Dès le 8 octobre, pendant une semaine, on a eu des déclarations dans ce sens. Et ces déclarations ont été suivies des faits. C'est-à-dire, les Israéliens ont détruit tout ce qui pouvait permettre une vie à Gaza. Bon, je ne vais pas revenir sur les détails, etc. École, commerce, etc. Bon. Donc, mais ils ont le plan, ils se heurtaient à, comment dire, il n'y avait pas une possibilité de l'appliquer, vu que les Israéliens ne sont pas arrivés à détruire la résistance. Et donc Trump, à mon avis, c'est comme ça que je vois les choses, a repris à son compte le plan d'Israélien. Et ça lui donne une autre dimension. À partir du moment où c'est Trump qui reprend le plan, d'abord, il dit, bon, d'abord, il a des moyens de pression considérables. Je veux dire, il y a déjà, bon, je vous ai dit que la Jordanie accepterait un certain nombre. Au début, c'est bien sûr déjà 2000 enfants. Après, ça sera leurs parents, etc. Le Qatar, qui fait des déclarations. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Trump a déjà pris contact avec des pays comme l'Indonésie, le Soudan, enfin, je ne me souviens plus d'autres pays. Et donc, il y a, à mon avis, il y a entre 8 et 10 pays qui ont été sollicités. Et donc, bien sûr, ça paraîtrait intolérable parce que, enfin, soi-disant, la communauté internationale a le cœur sensible. Voir 2 millions de Gazaouis comme ça chassés, c'est beaucoup plus dur pour elle que de les voir massacrés par des bombes de 1000 kilos, d'une tonne ou deux. Voilà. Et donc, c'est insupportable. Voilà. Et donc, on va le faire par paquet. Voilà. C'est-à-dire de façon, au début, ça sera humanitaire, etc. Mais ça sera une façon de vider Gaza, même si on ne la vide pas complètement. Mais si on la vide déjà par, comment dire, par paquet de 1000, 10 000, 50 000, etc. Vous savez, l'Égypte, si on lui dit, bon, vous allez accepter 50 000, 100 000, ça paraîtrait, voilà, il y aura toujours des raisons humanitaires. Quand c'est Trump qui défend ce plan, ça n'a pas le même sens que c'est Israël, parce que Trump a des moyens de pression considérables sur les pays arabes, sur des pays comme je répète, enfin l'Indonésie, etc., ou le Soudan, etc. Et donc, le plan a beaucoup plus de chances de réussir. Voilà. Et donc, évidemment, c'est le dernier Gaza aujourd'hui. Bon, il y a le Hezbollah, bien sûr, le Yémen, mais Gaza, c'est le dernier centre de résistance palestinien.
en tout cas de ce qui est palestinien, parce que la Cisjordanie, l'autorité palestinienne, elle collabore même avec les forces israéliennes pour détruire la résistance à Jenin, etc., les résistances islamiques, etc., ou du FPLP. Donc, ça serait le plan repris par Trump a beaucoup plus de chances de réussir, et parce que aussi il fait saliver le capitalisme international. Vous imaginez cette bande de Gaza de je ne sais pas combien, 20 km sur 10 ou 40 km sur 15, enfin à peu près, c'est comme ça un territoire au bord de la mer, c'est fantastique, où il va y avoir du gaz au large, etc. Mais le capital, enfin, il y a des capitaux, des milliers de milliards qui sont à l'affût d'un investissement pareil. Vous imaginez un nouveau Singapour, un nouveau Bahreïn, etc. Dubaï, un nouveau Dubaï, ça fait saliver le capitalisme international. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Très bien, merci Monsieur Cohen pour la réponse. Il y avait une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure concernant les dirigeants arabes. Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens d'une autre attitude, d'une autre posture que celle qu'ils ont aujourd'hui? Bien sûr qu'ils ont les moyens. Mais le problème des régimes arabes, c'est quoi? De tout temps, le problème des régimes arabes, c'est qu'ils c'est pas qu'ils n'ont aucune légitimité populaire, mais ils ont une légitimité populaire très faible. En général, ils gouvernent contre la volonté de leur peuple et contre les intérêts de leur peuple, en général, de manière générale, grosso modo. Voilà. C'est-à-dire, ils se croient éternels, ils ne tolèrent aucune contestation interne, et donc, ils se savent assez fragiles. Et c'est pour ça que s'il y avait des régimes, des gouvernements populaires qui ont la légitimité du peuple, ils pourraient s'appuyer sur le peuple pour mener ce combat. Mais eux, les régimes arabes, ont peur de tout ce qui est, par exemple, une mobilisation populaire pour la Palestine. Ça, s'il l'a lancé, ça pourrait se retourner contre eux. C'est-à-dire, ça pourrait servir de catalyseur à des forces révolutionnaires qui balayeraient ces régimes réactionnaires et pro-américains et pro-israéliens. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Ils ont peur de leur place, de leur fauteuil, de leurs privilèges. Donc, il faut qu'ils maintiennent leur peuple dans un étau pour qu'ils ne fassent pas comment dire, pour éviter tout mouvement révolutionnaire qui risquerait de les emporter. C'est ça le drame du monde arabe depuis qu'il a eu son indépendance. Ils ont toujours eu des régimes qui n'avaient, au départ, bien sûr, ils avaient un soutien populaire, par exemple, comme celui de Nasser ou comme celui de la Syrie ou d'Irak, etc. Mais au bout d'un certain temps, le régime, il devient une espèce, sa raison d'être, c'est de survivre. Voilà. Et donc, comment dire, d'enfermer, regardez par exemple quand il y a eu les élections en Égypte, des vraies élections en Égypte. Bon, il y a eu Morsi qui a été élu parce que les gens, c'est pas que les gens veulent retourner à la religion, mais ils veulent un régime capable de mener un combat idéologique, capable de même en se sacrifiant. Mais ils veulent, mais comme ils n'ont pas droit à la parole, les peuples, ben, ils se taisent, et donc c'est ça le problème des régimes arabes. Mais s'ils voulaient, les régimes arabes, 22 pays, imaginez par exemple que ces 22 pays demain se réunissent et disent nous allons constituer une flottille de 500 bateaux. D'accord? Voilà. 500 bateaux qui vont aller naviguer vers Gaza avec des vivres.
est-ce que les Israéliens vont détruire les 500 bateaux? Ça ne va pas. Il y a l'armée égyptienne à côté, il y a d'autres armées. Et seulement, les régimes arabes ne sont pas dans une logique progressiste, révolutionnaire, qui veulent. Voilà, ils sont dans une logique de on a des privilèges, il faut les sauvegarder et on se méfie du peuple. On se méfie des mouvements révolutionnaires. On se méfie de tout mouvement qui risque d'ébranler nos régimes. C'est ça le fondement, malheureusement, du monde arabe depuis leur indépendance. Et c'est pour ça qu'ils ne bougent pas. C'est pas, voilà, ils auraient les moyens. Micro, voilà. Je disais, ce plan, monsieur Cohen, est-ce qu'il envisagerait, monsieur Trump, de recevoir déjà des Palestiniens aux États-Unis, hein, parce que le pays est grand, hein. Pourquoi pas? Ils pourraient recevoir 50 000, pas ou 100 000, pourquoi pas? Mais au choix, par exemple, vous savez, les Palestiniens de Gaza, il y a beaucoup de médecins, des ingénieurs, des enseignants, des universitaires, etc. Donc, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est pas. Vous savez, je pense que l'Amérique n'a jamais fermé ses portes à. Il y a beaucoup de Palestiniens qui vivent aux États-Unis. Il y a d'ailleurs, par exemple, une députée de la Chambre des représentants, ou deux, enfin en tout cas au moins une, dont le nom ne me vient pas comme ça, Tlaïb, je crois qu'il s'appelle, voilà. C'est une députée de la Chambre des représentants du Michigan. Dans le Michigan, il y a une forte communauté arabe ou palestinienne, et donc elle est leur élue. Donc il y a, les États-Unis ne seront pas, d'ailleurs pour donner même, pour encourager le départ, ils pourraient par exemple accepter 50 000 ou 100 000. Pourquoi pas? Alors, il y avait le Maroc qui était cité. J'ai vu un article dans le Courrier Oui, international. oui, oui. Et il est Donc, cité, effectivement, j'ai oublié de citer le Maroc, mais le Maroc a été sollicité, je pense que d'ailleurs j'ai répondu, je crois, à une interview d'Algérie 54 et j'avais dit que le Maroc ne pourrait pas refuser de recevoir un certain nombre, toujours pour des raisons humanitaires. Vous savez, 50 000, 100 000, bon, c'est faisable, voilà. Et c'est pour ça que Trump a repris l'idée à son compte, pour reprendre l'idée de tout à l'heure, c'est que si c'est lui qui la demande, je vois mal des pays arabes refuser cette proposition. bon, là, il y a déjà des retours, hein. Trump menace l'Égypte de couper les aides, hein, si il n'accepte pas, si elle refuse. Oui, je crois qu'il n'a pas besoin d'aller jusque-là. Le régime égyptien, franchement, Al-Sisi n'a jamais montré une volonté farouche. Enfin, écoutez, regardez son comportement face au drame de Gaza. C'est quand même, il a une frontière avec Gaza. Il n'a même pas été fichu d'envoyer un camion d'aide sans l'autorisation d'Israël. Enfin, quand même, c'est lamentable. Enfin, c'est lamentable. Enfin, je veux dire, c'est une marque infamante sur le front du régime de l'Égypte, du régime égyptien et du reste du monde arabe. Enfin, c'est terrible quand même d'en arriver là. Alors, il y avait une autre question. Alors, les amis, n'hésitez pas, hein, sur Twitter ou sur TikTok, s'il y en a qui veulent intervenir, faites la demande, il n'y a pas de souci. Il y avait une autre question, monsieur Cohen, c'était le lien possible entre, euh, entre le conflit ukrainien, hein, et la Russie, et avec celui de Gaza. Y a-t-il une entente russo-américaine justement après l'élection de Trump et la proposition de ce plan? Est-ce qu'il y aurait une entente entre Trump et Poutine? C'est-à-dire que euh, la Russie ne peut pas faire grand-chose pour les Palestiniens. Voilà. Elle ne peut pas. Enfin, je veux dire, tout ce qu'elle peut, c'est faire voter quelque chose au Conseil de sécurité, euh, s'entendre avec des pays avec lesquels elle a des liens
comme l'Algérie, enfin l'Iran, c'est pas un pays arabe, mais enfin bon, mettons l'Iran pour leur vendre des armements, etc. Mais concrètement, c'est quasiment cette région-là est une chasse gardée américaine. Voilà. L'URSS, c'était différent. Au temps de l'URSS, enfin pour ceux qui s'en souviennent, enfin je peux le rappeler, l'URSS avait des pays amis très importants. Nasser était un pays très, enfin c'était l'allié de l'URSS, l'Irak, la Syrie, le Yémen. Il y avait à l'époque le Yémen du Sud, etc. Donc tout un camp révolutionnaire qui a été réduit à néant. C'est-à-dire que tous les régimes nationalistes, révolutionnaires, progressistes ont été réduits à néant dans la région. Bon. Sauf l'Algérie qui est loin de théâtre d'opération. Mais bon, l'Algérie, elle est à je ne sais pas combien, 1000 ou 2000 kilomètres, enfin peu importe. Donc, je veux dire, elle ne peut pas, elle n'est pas aux portes de, elle n'est pas vraiment concernée, sinon de loin. Et donc, tous les pays ont été anéantis. Regardez même la Syrie. Bon, on est venu à bout du régime d'Assad qui, enfin bon, qui prétendait être anti-impérialiste, mais en fait, il n'a jamais défendu les Palestiniens, le régime d'Assad. Il faut pas se leurrer. Hein. Donc, vous savez, donc en fait, et donc la Russie n'a pas, elle essaye tant bien que mal. Voilà, on dit par exemple la Russie va garder la base navale de Tartous en Syrie. Bon, d'après les dernières informations, mais elle n'a pas vraiment une marge de manœuvre euh, pour intervenir. Je veux dire, voilà, donc en fait, la région, toute la région quasiment, c'est-à-dire, bon, prenons, voilà, faisons le tour, l'Égypte, les monarchies du Golfe, la Jordanie, donc enfin, les pays qui entourent Israël sont aux mains des Américains, enfin, sont sous influence américaine. Et donc, c'est l'Amérique qui a les mains libres et, et son chien de garde, et Israël, son chien de garde, qui ont les mains libres. Regardez ce qui est passé à Gaza. Enfin, je veux dire, pendant 15 mois, personne n'a pu intervenir parce que, bon, les pays des BRICS, non. Il y a, de quelle manière enfin, ou alors ils déclarent quasiment un acte de guerre en intervenant militairement. Enfin, c'est pas possible. Ou en faisant, par exemple, ou en parachutant des vivres sur Gaza contre la volonté américaine et contre la volonté israélienne, ça serait considéré comme un acte de guerre. Donc, aux conséquences terribles. Enfin, on ne sait pas ce qui pourrait, l'engrenage qui pourrait advenir. Et donc, enfin, je veux dire, quelle est la Russie voudrait bien régler le problème, mais elle ne peut pas peser de son poids militaire et économique sur pour y arriver. Et donc, c'est à peu près, enfin disons, on laisse le champ libre par la force des choses, parce que si, enfin je sais pas moi, par exemple, si l'Égypte ou l'Arabie Saoudite demandaient l'aide concrète à la Russie, s'il y avait par exemple des régimes pro-russes en Égypte, etc., qui leur demanderaient l'aide. Là, une intervention aurait été possible. Mais là, les conditions sont telles que c'est une région où l'Amérique a fait ce qu'elle veut. Putain, je me mets toujours de remettre mon micro. Il y avait aussi, bien sûr, la réaction de l'entité sioniste qui, elle dit, pour permettre au plan de Trump à ce qu'il puisse être appliqué, il faudrait le retour de la guerre.
De toute façon, à mon avis, la guerre reprendra. Bon, je veux dire, c'est pas dans un mois ou dans une semaine, dans un mois ou dans 3 mois. Je ne crois pas que. Moi, j'ai jamais. Enfin, je l'ai dit, enfin, j'ai jamais pensé qu'Israël permettrait aux Gazaouis de vivre enfin, en paix. Voilà. C'est-à-dire, même enfermés, c'était insupportable pour les Israéliens. Voilà. Et surtout aujourd'hui, enfin, depuis le 8 octobre, la décision irrévocable, à mon avis, déterminée d'Israël, s'ils ont détruit, ils avaient une raison. Je veux dire, auparavant, il y a eu toujours il y a eu des conflits. Ils n'ont jamais détruit. Là, ils ont dynamité. C'est même pas les bombardements, disons, au hasard. Ils ont dynamité toutes les institutions viables de cette région. Donc, c'est qu'ils avaient un plan. Et ce plan, ils vont le mener jusqu'au bout. Et ceux qui ne connaissent pas l'acharnement des Israéliens, ils vont le découvrir avec Gaza. Donc, quand ils ont un plan derrière la tête et ils le mèneront au bout, quitte à reprendre. Vous savez, c'est facile de reprendre. De toute façon, une fois les otages libérés, enfin échangés, etc., je ne vois pas ce qui pourrait arrêter les Israéliens de reprendre leur bombardement pour montrer aux Gazaouis que voilà, ça sera, ils n'ont qu'un choix, ils n'ont pas le choix. Hein. Et à la question, et les Palestiniens ont permis à Israël à vivre tranquillement. Vous en dites quoi? Comment ça Est-ce que Mais les Israéliens n'ont pas envie de vivre tranquillement. C'est ça qu'il faut comprendre. L'idéologie sioniste, l'État profond sioniste, l'idéologie. Si les Israéliens voulaient vivre tranquillement, mais ça fait longtemps qu'ils. Vous savez, en 2002, la Ligue arabe, 22 pays arabes ont dit aux Israéliens, vous pouvez vivre tranquillement, vous aurez tout ce que vous voulez, demandez ce que vous voulez. Mais vous savez, encore une fois, pourquoi Israël ne veut pas la paix? Parce que si Israël fait la paix, une vraie, c'est-à-dire les Juifs et Arabes vont se mélanger, etc., mais le sionisme, au bout de quelques années, va perdre de son influence, de son importance, etc. Israël doit vivre en état de guerre, doit avoir des ennemis. C'est pour ça que le Hamas était. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, Israël n'a plus besoin du Hamas et donc veut le liquider. Voilà. Mais le Hamas, pourquoi il a été entretenu pendant 30 ans par Israël? Mais c'est parce qu'ils avaient besoin d'un ennemi. Pour avoir un service militaire de 3 ans, pour faire vivre les Israéliens dans un état de tension permanente, etc. Et pour dire aux Israéliens, on ne peut pas vivre, on ne peut pas se mélanger aux Arabes. Donc le régime sioniste, fondamentalement, s'est toujours opposé à toute forme de vraie paix avec ses voisins ou avec les populations arabes. Voilà. Même au sein d'Israël, Israël a 20% de population arabe et il ne permet pas à sa population juive de se mélanger avec la population arabe israélienne. Tout ce qui peut rapprocher les juifs des autres religions, des arabes, etc., est bloqué par l'État profond sioniste qui ne veut pas. Il faut dire aux juifs en Israël et ailleurs que la coexistence avec les Arabes est impossible. Moi, je parle avec des gens qui vivent en Israël, enfin des gens que je connais de ma famille, etc. Ils naissent avec l'idée que toute coexistence avec les Arabes est impossible. Voilà. Et donc, ils sont prêts à faire tous les sacrifices. Et malheureusement, c'est l'État profond sioniste qui entretient cette hystérie. Et donc, c'est pas malheureusement enfin, cette idée-là n'est pas très connue ou n'est pas très développée dans le monde arabe ou en Europe. Alors que Israël se fait passer pour la victime qu'on ne laisse pas vivre en paix, alors qu'en fait, et malheureusement, voilà par exemple,
voilà un trait de propagande que les Arabes n'exploitent pas. Voilà. Par exemple, moi, j'aurais imaginé si les Arabes, si les Arabes qui dirigent avaient une mentalité de combattant, à chaque fois qu'ils montent à la tribune de l'ONU, à chaque fois qu'un dirigeant arabe, qu'un ministre arabe monte à la tribune de l'ONU, il devrait commencer son discours par ceci. Israéliens, quelles frontières voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez pour faire la paix? Dites, quelles sont vos exigences? Quelles sont vos demandes? Pourquoi vous ne répondez pas? Pourquoi vous voulez toujours vivre dans un état de guerre, etc. Pourquoi ils ne matraquent pas ce discours? Combien de fois j'ai dit aux Arabes, apprenez le sionisme. Regardez comment ils fonctionnent. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les fait fonctionner? Quel est leur moteur? Leur moteur, c'est la haine, c'est le conflit, c'est les tensions. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Alors qu'ils laissent Israël prendre le rôle de la victime. Je trouve ça assez incroyable. Vous savez, Jimmy Carter, pourquoi c'est malheureusement, regardez comment les sionistes travaillent. Vous savez, ils ont fait à peu près la même chose avec l'abbé Pierre. Jimmy Carter était un président qui, après sa présidence, a été, comment dire, comment on dit déjà, a été shadowbanné. Voilà, bon, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Par les médias américains, par le système politique américain. Ça veut dire que c'est comme s'il n'avait jamais existé, c'est comme s'il n'avait jamais été président. Pourquoi? Parce qu'il a eu le culot d'aller au Liban et rencontrer, ou ailleurs, je ne sais plus, peut-être à Gaza, rencontrer des leaders de Hamas. Et il a dit et répété, les Hamas veulent la paix, mais une vraie paix, etc. Et ça, c'était insupportable. Voilà. Donc, ce sont les Arabes qui veulent la paix, c'est Israël qui ne veut pas. Et une des cartes que les Arabes, que les Arabes auraient pu avoir et n'exploitent pas, voilà une de ces cartes-là. Voilà. Montrer comment c'est Israël qui ne veut pas la paix. Alors pour avoir la paix, il faut faire la guerre et puis et puis le mieux, c'est de la gagner. Vous parlez de qui? Non, mais vous dites c'est les Arabes qui veulent la paix, Israël ne veut pas la paix. Mais Les Arabes, si la guerre, elle est gagnée par les Arabes, automatiquement, les Arabes ne pourraient pas gagner la guerre contre Israël. Tout simplement d'abord parce que militairement parlant, enfin peut-être autrement. Vous savez, je vous ai expliqué, j'avais publié en 2013 ce papier que Bachar el-Assad aurait pu devenir le Salah ad-Din de l'ère moderne. C'est-à-dire qu'il aurait pu envoyer 200 000 hommes envahir à pied l'État d'Israël et envoyer des milliers de missiles sur Israël pendant chaque jour, des centaines de missiles. Voilà. Il aurait pu le faire. Voilà. Mais ça, c'est une manière, disons, révolutionnaire de faire la guerre à Israël. Sauf que les pays arabes les régimes arabes ne sont pas prêts à cette action populaire révolutionnaire de faire la guerre. Voilà. Et donc, mais la guerre aussi, c'est une manière de sortir de, comment dire, de l'entente. Encore une fois, on revient aux régimes arabes qui ont envie de profiter de leurs privilèges, de leurs postes, etc. Mais même sans faire la guerre, encore une fois, on peut attaquer Israël. Regardez par exemple, pourquoi ils ne pourraient pas montrer, bien sûr en mettant les moyens, etc., montrer comment ce sont les Israéliens qui ne veulent pas la paix. Voilà. Mais on peut attaquer Israël différemment que par la guerre. Et puis, Israël aussi a la bombe atomique. Donc, ça fait quand même, ça rend la guerre un peu, enfin, peut-être, c'est pas vraiment, peut-être pas la solution. Oui. Alors, bah, il y a Sofiane qui est avec nous. Je ne sais pas si il peut se connecter. Je vais voir.
Attends. Alors, Sofiane. Non, bon, il a un problème de connexion, on va attendre. Il y avait une autre question en attendant sur le chat. C'était donc. Alors, si j'ai bien compris le problème, ce sont. Alors, attendez. Si j'ai bien compris le problème, ce sont les Arabes. Si donc l'Occident et Israël défendent leurs intérêts, pourquoi les Arabes ne font pas comme en 73 en fermant le robinet du pétrole? Mais oui, mais ils ont des moyens. Bien sûr, ils pourraient fermer, mais comment dire, ce n'est pas les Arabes. C'est pour ça qu'il faut parler des régimes arabes. Est-ce que la monarchie saoudienne a envie de fermer le pétrole, de fermer est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce qu'elle peut se le permettre? Mettons par exemple l'Arabie saoudite, elle a combien d'argent aux États-Unis? Je ne sais pas, dans les banques américaines, etc. Vous savez, la Russie, elle avait 300 milliards d'argent déposé en Occident. Eh bien, elle a envahi l'Ukraine, les 300 milliards ont été gelés. Bon, alors, donc, l'Arabie saoudite, si le régime fait ça, il peut être renversé dans, je ne sais pas, en quelques heures. Vous savez, l'Arabie saoudite, elle vit sous la menace américaine. Les monarchies du Golfe, elles pèsent très peu. Si vraiment vous mettez en colère les Américains, eh ben, ils peuvent, après, pourquoi pas, ils peuvent faire un ultimatum et dire, vous arrêtez le pétrole, on va faire sauter tous les palais princiers, tous les palais présidentiels des monarchies, par exemple. Donc, ils vivent dans la trouille, ces monarchies, et sont devenus des chiens obéissants. Voilà, des toutous, plutôt. Des toutous obéissants. Voilà, ils ont du fric, ils ont beaucoup de biens en Occident, ils ont des yachts, ils ont des immeubles, ils ont des dépôts de des dizaines de milliards, etc. Ils ont envie d'en profiter. Ils n'ont pas envie comme on dit, il y a, je sais pas, qu'il y a un proverbe, de tirer les moustaches du tigre. Je crois que c'était un truc indien ou chinois ou quelque chose comme ça. Donc, ils n'ont pas envie, voilà. C'est-à-dire, ils n'ont pas envie, ce n'est pas les Arabes, ce n'est pas les peuples. Ce sont les dirigeants qui ont du fric, qui vivent dans l'opulence, qui ont amassé des fortunes et qui n'ont pas envie de les perdre, tout simplement. Il faut vous mettre à leur place. Ouais, ben dans ce cas-là, aucun des États a une souveraineté. Parce que franchement, Ah, ben, je comprends. Du coup, la seule solution, ce serait l'opinion publique qui doit faire pression sur les gouvernements à un moment oui, donné. c'est pour ça que l'opinion publique dans les régimes arabes est plus muselée qu'ailleurs. Oui, Voilà. oui, oui, effectivement. Alors, il y avait Sofiane, on va essayer de lui donner la parole s'il est là. Oui, bonsoir Monsieur Cohen, bonsoir Altitude. Bonsoir. Finalement, Monsieur Cohen, à la fin de votre intervention, vous avez répondu à mes questions. J'allais vous demander, finalement, les Américains, c'est par la peur qui tiennent tous ces dirigeants. Oui. Mais en imaginant un scénario où on arriverait à renverser toutes ces monarchies dans les pays arabes et en mettant en place un pouvoir citoyen, disons, d'après vous, quel serait le scénario? On se ferait bombarder comme les Palestiniens ou ce serait plutôt euh, Non, c'est-à-dire, d'abord, ce sont des scénarios improbables, enfin, très, très peu probables. On a vu, par exemple, quand il y a eu des printemps arabes, par exemple en Tunisie ou en Égypte, regardez, par exemple, en Égypte, le peuple a pris le pouvoir, c'est-à-dire, on a renversé un dictateur, bon, et on a fait des élections libres. Eh bien, Morsi a été élu, il aurait pu représenter justement cette espérance des revendications populaires arabes, il a été renversé au bout d'un an. Le Hamas a gagné les élections législatives en Palestine en 2006. Je ne sais pas si je vous le rappelle quand même. Oui, oui, je me souviens très bien. L'Europe a organisé des élections législatives en Palestine. Elles ont été gagnées démocratiquement par le Hamas.
mais c'était insupportable pour l'Occident. Et donc, ils ont dit, on ne reconnaît pas ces élections. Donc, en fait, à chaque fois, il y a eu des tentatives, voilà, comme en Tunisie, comme en Égypte, des tentatives où le peuple a réussi prendre, enfin, à se faire entendre et à exercer le pouvoir, ou bien l'Iran, par exemple, Mossadegh, enfin, en 1953, qui a nationalisé le pétrole et donc qui a voulu s'approprier les richesses nationales pour le développement du pays, il a été renversé par la CIA. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu des tentatives de peuple, donc et puis ils permettent, regardez par exemple, tout à l'heure j'ai parlé de l'Égypte qui a un régime quasiment de terreur. Voilà. Il faut voir ce qui se passe. Donc, en fait, et il est adoubé par l'Occident. Est-ce que vous entendez des critiques, est-ce que vous entendez dans les informations les méfaits de la dictature égyptienne? Pas du tout. Al-Sisi est élu confortablement à 80%, Bien sûr. et ben, personne ne dit rien parce que c'est un régime ami. Et donc en fait, on est vraiment, enfin, moi, je pense qu'on est coincé. C'est très, très difficile. Et toutes les tentatives qui ont eu lieu jusqu'à présent, ou même quand il y a, par exemple, une dictature éclairée, comme celle de la Libye, c'est une dictature éclairée. Voilà, très bien. C'est-à-dire pour le bien du peuple, distribution de richesses, avec éventuellement des visées nationalistes, par exemple comme la création d'une monnaie, etc. Ben, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Donc, les chefs, les dirigeants arabes, ils savent ce qui pourrait leur arriver, et bien ils se tiennent à carreau. Voilà. Alors, Justement, en parlant, une dernière question, excusez-moi. oui, En parlant de connivence, oui. je vais changer un petit peu de sujet par rapport au Hamas. Le Hamas, est-ce que, étant donné qu'il a été, maintenant tout le monde le sait, c'est une création qui a été suscitée par Israël, disons. Est-ce qu'on peut estimer déjà, que le Hamas s'est retourné contre Israël? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il va être remplacé par une autre entité? Non, si le Hamas a été soutenu, enfin, disons, il a été toléré et soutenu par Israël, ça ne veut pas dire qu'il collaborait avec Israël. Pas du tout. Le Hamas jouait son jeu de résistance. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas la première guerre qu'il y a eu entre le Hamas et Israël. Le Hamas a mené des actions contre Israël et il maintenait cette, ou même en Cisjordanie, il développait des cellules de résistance, etc. Donc c'est pas Israël le soutenait en sous-main, mais ça ne veut pas dire qu'Israël jouait le jeu. Regardez la différence avec l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne est gavée d'argent occidental, mais elle collabore, alors que le Hamas n'a jamais collaboré. Est-ce que C'est le ça Hamas la a toujours différence, ses soutiens? Les soutiens qu'il a depuis le début, le Hamas, il les a toujours. Ça n'a bien pas sûr. changé. Et donc ça pourrait prendre une autre forme, enfin, une autre organisation, etc. Vous savez, par exemple, il y a des organisations qui se créent selon les circonstances et les besoins. Je vous rappelle que le Hezbollah n'existait pas avant 1982. Il n'y avait pas de Hezbollah. Pourquoi il a été créé? Pourquoi il s'est créé? Pourquoi? Parce que les Israéliens ont occupé le sud Liban. Et donc, il y a eu un mouvement de résistance qui s'est créé. Donc, les circonstances ont fait qu'un mouvement de résistance se crée, se développe et s'adapte à la situation, s'adapte à l'ennemi et trouve les moyens de le combattre, et même assez efficacement. Donc, la différence entre les régimes comme l'autorité palestinienne, elle collabore. Elle a une force armée, mais cette force armée, ses services de renseignement, etc., collaborent avec Israël. C'est ça la différence. D'accord, Elle d'accord. n'est pas, l'autorité palestinienne, elle n'est pas dans une attitude de résistance. Elle est dans une attitude de soumission. Voilà. Alors que le Hamas n'a jamais été dans une attitude de soumission.
même si, bien sûr, le Hamas profitait de l'argent qui venait du Qatar avec la bénédiction d'Israël, mais le Hamas savait qu'en ce faisant, quel est le but? Pourquoi Israël aussi soutenait le Hamas? Il y a une raison politique très importante. C'est pour empêcher que la bande de Gaza et la Cisjordanie soient unies. Et donc, Israël avait tout intérêt à diviser les Palestiniens entre deux parties irréconciliables, le Hamas d'un côté et la Cisjordanie de l'autre. C'est-à-dire que même la Palestine, elle n'était même pas représentée dans ces deux entités. Et c'est ça l'intérêt d'Israël aussi. Et donc, c'est pour ça qu'elle a toujours soutenu ce mouvement, disons, anti-autorité palestinienne, Ouais. avec un côté religieux, radical, qui s'opposait à l'autorité palestinienne, et donc de créer ce fossé quasiment infranchissable désormais entre ces deux parties-là. Merci pour vos réponses, Monsieur Cohen. Merci Altitude de m'avoir reçu. Bonne Je t'en soirée à prie. vous. Merci à toi. Alors, Monsieur Cohen, on arrive bientôt au terme de l'émission. On va faire une petite transition. Vous parliez donc du régime égyptien où justement on n'en parlait pas, tout ça. Effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Algérie. Vous avez bien pu le constater. Ah oui. Et vous avez vu pour la dernière déclaration, du moins la dernière sortie là, qui est apparue aujourd'hui, c'est celle du fils Sarkozy. Ah, j'ai pas entendu, non. Alors, vous n'avez pas vu, donc il a donc déclaré que si, donc il vient d'arriver en France, hein, il était aux États-Unis, il vivait aux États-Unis et tout ça, il est arrivé en France là et il a fait une déclaration, d'ailleurs il y a un article dans Le Monde, je crois, et donc il a dit que s'il était à la tête du pays et que Boualem Sansal aurait été incarcéré en Algérie, il aurait brûlé l'ambassade. C'est cette déclaration qu'il a faite. C'est ridicule. Mais bon, de toutes les façons, lui, il s'est mis dans un, comment dire, il a fait des déclarations terribles sur Gaza. Exactement, oui. Et donc, il a pris le créneau un peu extrémiste. Voilà. Donc, il adopte le créneau extrémiste. Mais quel pays brûlerait une ambassade? Monsieur Cohen, je vous arrête tout de suite parce que là, c'est quand même important. Imaginez-vous que ce soit moi qui fasse des déclarations comme celle-ci, du genre en disant bon bah moi je le fais pas, mais je le dis publiquement comme lui le fait. Brûler telle ou telle ambassade ou machin. Mais figurez-vous, moi, demain matin, ils viennent toquer à ma porte. Bien sûr. Voilà. Comment se fait-il qu'il y a un deux poids, deux mesures quand c'est un Louis Sarkozy, fils d'ancien président, et un autre influenceur d'origine algérienne qui va s'exprimer sur les réseaux, qui va dire, voilà, il va être incarcéré ou il va être expulsé. Il y a un problème dans cette politique, dans ce pays, j'ai envie de dire. Bah oui. Qui tire les ficelles dans ce pays? Qui est le marionnettiste? Eh ben voilà, donc si vous allez dans le sens de ceux qui tirent les ficelles des marionnettistes, il n'y a pas de problème, même si vous exagérez un petit peu. On dira oui, il exagère un peu, etc. Mais c'est admis, on ne va pas lui fermer les médias et tout. Par contre, si vous dites que vous êtes pour un cessez-le-feu à Gaza ou un truc comme ça, ben là, c'est le, comment ils appellent ça, le truc avec le terrorisme, complicité avec le terrorisme. Apologie de terrorisme. Voilà. Donc, on peut mettre ce qu'on veut dans cette expression. Non, mais nous sommes dans un pays qui a adopté une ligne. Et donc, nous sommes aujourd'hui
dans une atmosphère, dans une ligne qui est anti-algérienne. Enfin, c'est pas, je ne crois pas, je me demande si le gouvernement, j'ai l'impression que le gouvernement, il est un peu coincé. Je ne crois pas, enfin personnellement, l'impression que j'ai, c'est que ça doit gêner énormément Macron et enfin le gouvernement, l'establishment français, qui est conscient quand même que les intérêts diplomatiques, économiques, financiers, etc., commerciaux, sont énormes avec l'Algérie, qu'on ne peut pas se permettre une rupture brutale, etc., mais qu'en même temps, il y a des forces réactionnaires, des Sayanim, judéo-sionistes, etc., causeurs, Elisabeth Lévy, enfin, tout un ensemble, Sarah Knafo, toutes ces forces-là mettent comment on dit, jettent de l'huile sur le feu, voilà, chaque jour, et qui mettent en difficulté le gouvernement actuel qui n'arrive pas à renverser la vapeur. J'ai l'impression que il attend, le gouvernement attend, à mon avis, le pouvoir français attend que ça se calme un peu, mais ça n'a pas l'air de se calmer. Mais je ne crois pas quand même. Voilà, ça reste des déclarations d'hystériques parce qu'ils prennent position, ils surfent sur l'animosité. Bon, c'est vrai, le peuple français, les souvenirs de l'Algérie, oui, bon. Non, mais il veut se faire voir. Donc, il faut chacun. Maintenant, il y a une sorte de surenchère. Voilà. Le prochain, ça sera, comment dire, j'enlèverai la nationalité française à 100 000 Algériens, par exemple. Ce sont des déclarations complètement, enfin, même stupides. Quel est le pays qui brûle une ambassade? Enfin, c'est une déclaration de guerre. Enfin, je veux dire, c'est complètement ridicule. Mais malheureusement, nous sommes dans une atmosphère où il n'y a pas. On a lâché la bride, on a lâché les chiens. Et donc, c'est la surenchère totale. C'est à qui dira une plus grosse, une connerie plus grosse que celle du voisin. Voilà. C'est terrifiant. Enfin, je veux dire, c'est terrible que le gouvernement reste silencieux et ne dise pas stop. Voilà. C'est vraiment, enfin, c'est regrettable et le gouvernement est coincé dans cette. Il y a une atmosphère d'extrême droite qui a le vent en poupe aujourd'hui en France, enfin, surtout avec l'Algérie, surtout avec des relents extrémistes, anti-arabes, etc. Et donc, on joue là-dessus. Et malheureusement, ça risque d'avoir des conséquences pour la France, hein, parce que l'Algérie, je veux dire, économiquement parlant, regardez l'Italie, elle s'en tire très bien, elle a compris l'Italie. L'Italie, ils sont futés, les Italiens. Voilà, ils s'entendent très bien avec les Algériens, ils ont des accords, etc. Et qui c'est qui va trinquer? C'est encore la France. Exactement. Enfin, Alors, il y a Boussalem qui est dans le chat là, qui nous dit je souhaite savoir quand et dans quel média ce petit crétin a dit ça. Je suis un avocat et je n'hésiterai pas à le poursuivre avec d'autres avocats. Alors, bah, vous pouvez retrouver ça facilement hein, sur le. Il y a plein d'articles. Hein, vous tapez sur Google, vous allez trouver. Et il faut savoir qu'il y a déjà une plainte qui a été déposée par un organisme. Voilà. Mais ouais, non, mais c'est quand même grave, je veux dire, de se permettre de tenir de tels propos et que sans qu'il y ait aucune sanction, quoi. Donc, nous j'espère sommes, que s'il y a plainte, il y a, j'espère qu'elle aboutira à quelque chose. nous sommes dans un pays où le lobby, dont on n'a pas le droit de dire le nom, est très puissant et c'est lui qui mène la danse. Voilà, c'est lui le chef d'orchestre et malheureusement on ne le dit pas. On a l'impression que c'est soi-disant la liberté
D'ailleurs, je conseille je crois que j'ai publié la vidéo sur mon compte Telegram il y a une semaine ou une dizaine de jours. Je vous invite à aller voir la vidéo de Rachid Nekaz, où il dit, regardez comment la France critique l'Algérie sur l'arrestation d'un écrivain, alors que la République française, a dans son histoire condamné à mort des écrivains pour leurs écrits, emprisonné des écrivains pour leurs écrits, etc. Des écrivains renommés, enfin, elle les a fusillés ou elle les a mis en prison pour des opinions politiques, pour des écrits. Et donc, je vous invite à aller voir cette vidéo de Rachid Nekaz qui remet les pendules à l'heure. Voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des forces en France que je n'hésite pas à dire judéo-sionistes, qui s'aiment, avec leurs complices, qui trouvent des complices de la bonne droite française, qui a enfin l'occasion de déverser sa haine de l'Algérie, enfin de l'Algérie indépendante et de l'Algérie souveraine. Et donc, ils entretiennent le feu. Et ce qui est incroyable, c'est que le gouvernement ne mette pas le haut là, voilà. Et comment se fait-il, Monsieur Cohen, qu'on n'ait pas un mot sur ce prisonnier marocain, Mohamed Ziyane? Mais c'est un choix. C'est-à-dire, vous savez, le Maroc a emprisonné il y a eu des écrivains qui ont été mis en prison. Des gens qui ont été mis en prison pour un tweet contre la normalisation. Alors justement, sans parler du passé, M. Cohen, hein, on parle de faits présents. Dernièrement, il y a un article qui est paru sur un journal espagnol, El Confidencial. C'est une dame, Rachida Jalali, qui aurait posté sur sa page Facebook une petite blagounette en parlant de la future augmentation de la bouteille de gaz au Maroc, qui passerait de 50 à 60 dirhams après le Ramadan et à 70 dirhams en 2026. Et elle avait fait une petite blague elle avait posté, je ne sais pas si vous l'avez vu, Non. elle avait posté donc cette blagounette en disant avec ce billet de 50 dirhams marocains où il y a l'effigie des 3 derniers rois marocains. Oui. Elle a simplement dit que donc avec ce billet-là, bientôt, elle ne pourrait plus s'acheter sa bouteille de gaz. Eh ben, figurez-vous que d'après cet article El Confidencial, je vous invite à aller à jeter un œil dessus, et eh ben, elle a été incarcérée, elle a pris 2 ans de prison. Oui, mais il faut pas chercher, enfin, je veux dire, c'est un peu, comment dire, j'allais presque dire, c'est un peu naïf. C'est pas naïf, j'ai pas le mot qui me vient à l'esprit, c'est de dire, regardez le double discours, le double standard, mais c'est voulu. C'est-à-dire, il y a tout un système médiatique en France qui a pris parti pour un joueur particulier, pour un clan, pour un pays, pour une idéologie. Voilà. Et donc, eh ben, c'est très facile. Vous voyez, il y a une affaire en Algérie, on la monte en flèche, on met tous les médias sur le coup, et de l'autre côté, bon, ben, il y a des écrivains, des militants qui sont emprisonnés pour rien, etc. Eh ben, on fait silence sur ça. C'est juste une question, parce qu'il y a un lobby qui tire les ficelles et qui dirige et qui tient les médias. Et donc, il lance les médias dans un sens. C'est aussi simple que ça. C'est pas. Voilà. Voilà. Très bien, merci M. Cohen. Je ne vais pas vous retenir plus, on arrive à la fin. Il y avait juste une dernière question vous concernant. Comment se fait-il, bon, je vous avais déjà répondu par le passé à cette question, comment se fait-il que vous n'êtes pas invité dans des médias? Je ne sais pas, peut-être parce que je suis vieux. Ah. Non, je rigole. Non, bah, écoutez, on n'aime pas, il y a des médias qui n'aiment pas peut-être un certain discours, je ne sais pas.
Voilà. C'est-à-dire, vous savez, il y a des discours qui passent pas, et surtout exprimés par un juif, parce que ça l'affiche mal. Voilà. Et donc, vous savez, il y a ce qu'on appelle, on dit par exemple de quelqu'un qui. Enfin, il y a des critiques, il y a des gens critiques qui passent parce que ils ont des critiques mesurées, qui rentrent dans un certain cadre, etc. Mais il y a des critiques qui sont beaucoup plus, qui vont loin, qui vont dans la profondeur. Par exemple, dire que Israël est un pays qui ne cherche pas la paix, qui est un pays fondé sur la guerre, sur la violence, sur la conquête, etc. Ça détruit toute une image ancrée. Donc, c'est d'une violence symbolique inouïe vous savez, je vous rappelle par exemple, j'ai rencontré une journaliste de l'Humanité, journal communiste, en 2010, et je lui ai donné la 4e de couverture du Printemps des Sayanim. À l'époque, il devait sortir, il n'était pas encore sorti. Et elle m'a dit, ah oui, c'est très intéressant, faites-moi envoyer le livre. Donc, une journaliste de l'Humanité que j'ai rencontrée dans une réunion militante pour la paix en Palestine. D'accord? Eh bien, elle a reçu le livre et elle a eu la trouille d'en parler. Elle ne voulait même plus répondre à mes appels téléphoniques, etc. Parce qu'il y a des discours qui vont au-delà du raisonnable. Voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire, bon, tant que ça reste, ah oui, l'occupation, regardez par exemple la FPS, la France-Palestine Solidarité, elle reçoit, je crois, 100 000 euros par an de subventions de l'État, mais parce qu'elle reste dans la limite raisonnable. C'est-à-dire, elle dit, nous sommes contre l'occupation, nous sommes pour 2 États, un État palestinien. C'est très bien, c'est très bien, il n'y a pas de souci, mais dites ça, on vous donne du fric. Mais que vous remettiez en cause, pas de manière, si vous voulez, pas on va jeter les Juifs à la mer, non, pas du tout, mais de remettre en question même comment dire, la légitimité d'un État juif, parce qu'il ne peut se créer que sur le racisme et la violence, par nature, par définition, et d'ailleurs l'histoire le prouve. Et Einstein l'avait dit, Einstein avait refusé en 1948 la présidence de l'État d'Israël. Hannah Arendt l'a écrit, elle a dit qu'un État juif est impossible. Et c'est pour ça qu'Hannah Arendt, vous savez que ses livres n'ont été traduits en hébreu que 50 ans après l'existence de l'État d'Israël. 50 ans après, tellement ils lui en voulaient. C'est-à-dire qu'il y a des discours radicaux qui ne passent pas et qu'on ne peut pas écouter, qu'on ne peut pas entendre. Voilà. Et donc, moi, à mon avis, et puis je suis assez imprévisible. C'est-à-dire, on peut m'inviter pour quelque chose et puis je déballe. Et là, c'est la panique. Oui, oui, comment, etc. Donc, à mon avis, voilà, c'est-à-dire, on n'est pas sûr. Voilà, Cohen, voilà, on ne sait pas ce qu'il va dire, etc. Et donc, il vaut mieux pas. Voilà. Bon, bah, très Enfin, bien. Merci encore une fois pour la réponse, hein. Bon, moi je connaissais un c'est petit moi. peu, mais il y avait quelqu'un qui avait posé la question. Monsieur Cohen, la semaine prochaine, certainement, elle sera avancée ou déplacée. On se parlera en privé dans la semaine pour voir, parce que vendredi prochain, pour moi, ça ne sera pas possible. Très bien, d'accord. Voilà, je vous Bon, souhaite une excellente soirée, un bon week-end. merci beaucoup. Bonsoir à tous et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salam alaikum. Voilà les amis, comme vous l'avez pu l'entendre, donc la semaine prochaine, ce sera ou jeudi ou samedi. On va voir comment on peut s'arranger pour trouver un créneau qui convienne à tout le monde. Excellente soirée à vous. Merci pour tous ceux qui ont participé, les partages, les tapotages. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, s'il vous plaît, ça coûte rien. Hein, c'est gratuit. Et ben voilà, on en reste là. Et je vous souhaite un excellent week-end à vous, une bonne soirée et à bientôt. Salam alaikum.